On va parler de tarifs d'Hydro-Québec, d'hydroélectricité, on va parler de blocs d'énergie, on va parler d'éoliennes. Pour tout ça, on veut vos commentaires, bien sûr. Oui, on en a même reçu un déjà, quelqu'un qui dit « Oui, moi et mon voisin, on pense installer une éolienne. » Voilà. Ah, ben les gens, si c'est votre éolienne. Dans votre cour. Si vous autres, autosuffisant, pourquoi pas? 1-877-827-2346, 187 Cube Radio pour parler électricité avec nous. Et ce genre d'éoliennes, sont pas mal plus petites, par exemple. On parle pas des grandes éoliennes telles que vous pouvez déjà en voir un petit peu partout, ici et là, sur le territoire québécois. Effectivement, il y a aussi, vous l'avez peut-être vu récemment, on disait que les Québécois vous pourriez avoir une augmentation de votre facture d'hydroélectricité, une augmentation potentielle de 9 d'ici 3 ans, parce que c'est ce qu'a demandé à la Régie de l'énergie Hydro-Québec. Ça serait donc l'équivalent d'à peu près 240-250 $ de hausse annuelle pour une maison moyenne. Ça, c'est évidemment, partez pas en peur, là, c'est pas là. C'est si la Régie de l'énergie, en mars prochain, mars-avril, approuve la demande d'Hydro-Québec. Ça fait beaucoup jaser, d'ailleurs, cette affaire-là, parce que le premier ministre Legault, vous vous en souvenez, avait dit qu'il n'allait pas permettre d'augmentation au-delà de l'inflation. Et là, l'inflation, elle a baissé un peu, c'est plus autour de 2,5. Alors, c'est sûr que là, si tu demandes 3 tu te trouves à être au-dessus. Ouais. Mais bon, on va vous présenter nos invités pour discuter de tout ça, parce qu'il y a aussi les grands projets d'éoliennes. Il y en a, entre autres, qui touchent la ville de Gaspé. Alors, Daniel Côté, le maire de Gaspé et préfet de la MRC de la Côte de Gaspé, va être avec nous dans une minute. Mais je voudrais vous présenter également Yvan Clich, qui est fellow et spécialiste en énergie au CERIUM, le Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. Bonjour, Yvan. Bonjour. Je vais vous lancer d'abord sur les blocs, sur en fait l'électricité, les blocs qui restent en fait. Combien reste-t-il d'électricité pour les grands projets industriels? On parle de blocs dans ces cas-là. Et là, on a vu que le gouvernement du Québec veut pas trop le dire. En fait, ils veulent plus du tout le dire. Avant, on le disait. Là, on ne veut plus le dire. Ça vient, cette information-là, carrément du bureau de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Est-ce que vous comprenez cette stratégie de pas nous... Parce qu'avant, les Québécois le savaient. Là. Il y a déjà eu des ministres qui nous l'ont dit, entre autres Fitzgibbon, mais oui. Là, on ne veut plus le dire aux Québécois. On dit que c'est secret d'État. En fait, ça démontre jusqu'à quel point on est complètement entré dans une nouvelle ère. De souvenirs, je ne pense pas me tromper. C'est la première fois en 80 années d'existence qu'Hydro-Québec n'est pas en mesure de raccorder quiconque veut se raccorder au réseau. J'insiste, les clients résidentiels, c'est une obligation, donc ça, il n'y a pas d'enjeu de ce côté-là. Mais pour les besoins économiques, les besoins industriels, avant, on avait... En fait, le Québec et Hydro-Québec parcouraient la planète pour aller chercher des clients qui pourraient se raccorder au réseau parce qu'on était en période de surplus et puis on pouvait faire face de façon assez adéquate à l'augmentation de la demande. On a basculé depuis 2-3 ans dans une ère complètement nouvelle où là, on manque d'électricité et puis il faut les attribuer, entre guillemets, au mérite selon les secteurs où on pense qu'il y a plus d'avenir pour le Québec, qui sont les plus porteurs pour le Québec. Alors, c'est vous dire à quel point la situation a complètement changé. Maintenant, quant à la volonté du gouvernement de ne pas dévoiler la quantité... Écoutez, il faut leur poser la question. Peut-être que c'est des questions de stratégiques pour des négociations avec des entités qui seraient demanderesses. Ils disent secret commercial, mais moi, je trouve que quand tu veux pas dire... Il y a comme peut-être c'est parce qu'il n'y en a pas assez pour faire la vision économique, énergétique. Ben justement, c'est que en le disant pas, on se prête à des spéculations. Voilà. Et on est dans le néant. Alors, écoutez, ils ont peut-être leur raison, mais moi, je pense Soit il en reste plus beaucoup, ou alors il en reste plus qu'ils nous le disent. Parce que là, on essaie quand même de nous convaincre qu'il faut absolument à la fois probablement faire des nouveaux barrages, mais à court terme, ce qui est le plus pressant, c'est l'éolien. Oui. On nous dit l'éolien, là, c'est plus rapide que de construire un autre LG2. Donc là, les projets d'éoliennes, là, il y en a au Québec. Comment vous voyez ça, vous, Yvan? Bien, c'est une croissance qui est phénoménale. Écoutez, pendant environ 20-25 ans, on a développé 4000 mégawatts. Je vais donner des échelles. Et là, on veut développer au cours des 10 prochaines années 1000 mégawatts par année pour nous mener à 10 000 mégawatts. Donc, on va plus que doubler en 10 ans ce qu'on a mis 25 ans à construire. Donc, c'est quand même très, très significatif. Et puis mais c'est réaliste ou... Bien, c'est sûr que ça demande une très forte mobilisation là, de l'industrie éolienne qui, pendant quelques années, a presque pas eu de projet. Et puis là, d'un coup, je dirais assez rapide, mais là, on veut développer rapidement pour faire face à la croissance de la demande. Donc, c'est sûr que ça pose
une belle opportunité pour le Québec parce que c'est des retombées en région, mais également, il faut remobiliser une industrie qui avait les yeux sur l'international pour poursuivre sa croissance. Voilà, et vous parlez de région puis d'opportunités, entre autres, avec nous, le maire de Gaspé, Daniel Côté. Bonjour, Monsieur Côté. Vous êtes aussi préfet de la MRC de la Côte de Gaspé. Vous, là, c'est important, là, quand on parle d'éolien, situez un peu les auditeurs, là, puis qu'ils comprennent qu'est-ce qui se passe dans votre coin en matière d'éoliennes, là, et de projets. En fait, chez nous, certes, il y a des parcs éoliens, puis en fait, la ville, en fait, tout l'ensemble du milieu municipal gaspésien, bas-laurentien, sont membres d'une alliance où on investit nous-mêmes dans des parcs éoliens dits communautaires, donc on va chercher une part des profits. Ici, à Gaspé, on a une filière manufacturière qui est extrêmement forte et qui a survécu au creux de commande du marché québécois. Puis, je vous écoutais il y a quelques secondes, et ça fait, en fait, quand Hydro-Québec s'est mis à arrêter d'acheter de nouvelles éoliennes, de fabriquer de nouveaux parcs éoliens, moi, ce que je disais à ce moment-là, c'est oh, attention, là, il y a une grande filière manufacturière qui est là, et on peut pas se caché derrière des surplus énergétiques qui ont duré un certain temps. C'était prévisible qu'on allait manquer d'énergie. Puis ce que je disais à ce moment-là, c'est impossible d'avoir trop d'énergie. Moi, quand je me lève le matin et j'ai trop d'énergie, j'en fais plus dans ma journée. Donc, ça va du portefeuille québécois pour attirer des industriels. C'était ça mon discours à l'époque. Mais évidemment, comme maire de village de l'autre bout du monde, mon discours portait très peu. Ceci étant, sur la filière manufacturière, à Gaspé, on parle de plus de 600 emplois rattachés aux manufacturiers. J'en rajoute quelques autres centaines dans l'expertise autour de l'éolien. Donc, j'ai autour de 800 emplois chez nous qui sont rattachés à la filière éolienne. Et là, il y a des gros projets, donc, dans votre coin. Il y a une usine aussi, la LM Wind Power. Parlez-nous de ça un peu, parce que il y a eu Christiane Bouchard dernièrement, qui est la présidente d'Hydro-Québec, qui était à une émission de Grande Écoute. Tout le monde en parle. Puis elle est allée dire que finalement, l'usine de Gaspé qui fabriquerait en fait, qu'il n'y aurait pas de pales faites au Québec qui seraient satisfaisantes pour l'usine de Gaspé. Voilà, je pense que c'est mieux, c'est plus justement dit. Oui, en fait, c'est pas exactement le même que ça a été dit. C'est un peu plus direct que ça, au sens où elle disait que l'usine de Gaspé ne produisait que des pales pour des éoliennes offshore, donc des éoliennes en mer, et qu'elle n'avait pas de système de déjurage dans ses pales. C'est ces deux faussetés-là, puis je vais le dire, c'est des faussetés, là, c'est même pas de la vérité manipulée, là, c'est deux faussetés que j'ai décriées, en fait, qui m'ont fait un peu péter les plombs. Mais ça va, on a tourné la page là-dessus. Pourquoi? Hydro-Québec a rajusté son tir. Et ce qu'Hydro-Québec voulait probablement dire, on va leur accorder le bénéfice du doute, c'est qu'à l'époque des appels d'offres de 2023, qui sont en train de se mettre en œuvre présentement, l'usine, à cette époque-là, fabriquait effectivement des pales d'éoliennes offshore pendant une petite période. Et à ce moment-là, n'a pas pu soumissionner sur les appels d'offres québécois. Donc, les pages chinoises qui entrent présentement et qui me font suer quand même, là, parce que je les vois me passer d'en face, c'est sous celle-là. Et ça n'a pas de bon sens, là. Faut quand même le dire, là. Ça n'a juste pas de bon sens, ça. Ça n'a pas de bon sens, mais il y a un contexte derrière ces quelques parcs éoliens-là où l'usine de Gaspé, effectivement, n'a pas soumissionné parce qu'elle a été complètement submergée par la production de pales d'éoliennes offshore. Mais pourquoi l'usine était submergée par les pales d'éoliennes offshore? C'est parce qu'il n'y avait plus aucun marché québécois depuis un grand moment. Donc, l'usine a dû se tourner vers d'autres marchés, a fait du onshore aux États-Unis et s'est mis à faire du offshore aux États-Unis. Bon, donc ici, les administrateurs de l'usine ont été en fait, ils voulaient faire rouler l'usine, ils n'ont pas voulu la fermer. Il y a d'autres usines. Non, mais d'un point de vue d'affaires, je comprends, là, de la part des gens qui gèrent l'usine. Ce que j'ai de la misère à comprendre, je ne sais pas ce qu'Yvan Clich en comprend lui, mais il me semble que ça veut dire qu'on ne se parle pas, qu'on parle plus vite aux Chinois qu'on parle aux Québécois. C'est comme si on avait... Ou alors, on a fait ça tellement rapidement sur un coin de table, ce projet-là, qu'on n'a même pas eu le temps de prévenir une usine québécoise pour dire « Hey, mettons qu'on aurait un projet d'éolien. » Je dis ça de même, on jase. Auriez-vous la capacité de fabriquer des pales qui soient capables de supporter les grands froids? Faites-vous juste des pales offshore ou vous êtes capable d'en faire d'autres pour nos nouvelles éoliennes? Tu sais, ce genre de conversation. Ça veut dire que ça n'a pas eu lieu, ça? Bien, en fait, ce qui s'est passé au Québec, c'est que Hydro-Québec, un peu après la guerre en Ukraine, là, 2022-2023, s'est mis à recevoir une quantité phénoménale de demandes de raccordement. Donc, on est obligé même de changer les lois, changer des règlements pour gérer là, justement cette pluie de demandes de mégawatts. Et je pense qu'effectivement, on a voulu se retourner assez rapidement pour dire, bon, ben si on reçoit
autant de demandes, il nous faut maintenant la capacité à livrer la marchandise. Donc, oui, je pense que ça a été un peu précipité. Puis pour le contexte chinois, et je le dis... Est-ce que c'était Nordvolt, ça, entre autres, puis tous ces projets, là, ces gros projets? Oui, mais pas que. Il y avait, écoutez, Hydro-Québec gère un réseau d'environ 40 000 mégawatts. On a reçu, en l'espace de 18 mois environ, 23 000 mégawatts de demandes d'addition de capacité. Donc, c'était énorme. Et c'est là que Hydro-Québec, encore une fois, et le gouvernement est obligé de changer ça, c'était les demandes, ça. Oui, ça, c'était les demandes. Ça n'a pas tout été accepté, les blocs-là. Non, exactement. Donc, c'est là qu'on a commencé à parler de blocs d'énergie et d'un comité qui relève du gouvernement pour décider des secteurs qui seraient les plus porteurs. Puis le point aussi, quand on parle justement d'augmentation de la demande et du fait qu'on aurait peut-être pu maintenir une industrie manufacturière, il y a un pays qui n'a pas dormi, lui, sur la switch, comme on dit, là, c'est la Chine. Ben oui. Juste vous donner un exemple. La Chine a développé l'année dernière 80 000 mégawatts de capacité éolienne. Nous, on en a 4 000 depuis 25 ans. Pourquoi je dis ça? Bien, je dis que, justement, eux ont fait effectivement planifié et se sont dotés d'une expertise exceptionnelle dans ce type d'énergie, pas que solaire, éolien et batterie. Et ce qui fait que maintenant, on se retrouve aussi devant une chaîne d'approvisionnement qui est pas mal dominée par la Chine. C'est ça qui est au point, là. Exactement. Donc, ça, c'est un des contextes auxquels on fait face. Puis, effectivement, devant cette hausse de la demande au Québec, il y a lieu de revoir comment on va s'arranger pour maximiser les retombées et donner le plus de contrats possible au Québec, y compris pour les composantes stratégiques éoliennes, les pales et autres. On va revenir là-dessus, mais Daniel Côté, vous, comme maire de Gaspé, préfet de la région, vous le disiez, là je les vois passer, les pales chinoises. On s'entend, bon, Yvan Clich, je dis qu'ils ont... probablement que c'est des bonnes pales, là, on va se le souhaiter, parce qu'ils vont les poser sur nos éoliennes. Mais en même temps, c'est vrai que c'est fâchant d'un point de vue... On veut encourager l'économie locale. On n'arrête pas de nous dire que c'est fondamental pour nos travailleurs. Exact. Fâchant quand même. En fait, si on était dans une autre filière, peut-être, où il y a d'autres régions qui seraient concernées, des fois, la Gaspésie, on est tellement loin, tellement isolé qu'on est souvent oublié. Et la filière manufacturière est essentiellement concentrée à Gaspé, en éolien, avec une partie à Matane aussi. Matane, en fait, il y a eu des gros soubresauts. L'usine d'Énercon a fermé, l'usine de Marmen a complètement arrêté sa production, la reprend présentement dans les tours d'éoliennes. Et heureusement, là, je suis content de voir que ça bouge à Matane également. Et ici, ça n'a jamais stacké, ça n'a jamais arrêté. Par contre, je comprends le contexte de 2023 qui donne lieu au parc éolien actuel, donc à cette époque-là, l'usine n'était pas en mesure de fournir et que là, présentement, les pales rentrent au Québec, ça va. Mon grande inquiétude, c'est pour l'avenir. En fait, ça me fait suer, mais ça va, je l'accepte. Ma grande inquiétude, c'est pour l'avenir. Quand j'entends les discours qui disent que Gaspé ne peut pas fournir le marché québécois, c'est particulier. Quand j'entends certains développeurs éoliens qui viennent dire si on s'approvisionne au Québec, ça va nous coûter plus cher que d'acheter en Chine. Ben, peut-être. C'est ce qu'elle a sous-entendu, Mme Bouchard aussi, là. C'est sûr que ça va coûter plus cher, mais est-ce qu'on tient compte des retombées fiscales? Ces travailleurs-là qui payent des impôts, l'usine qui paye des impôts, les taxes à la consommation qui sont dépensées dans le milieu, etc. Est-ce qu'on en tient compte? La Gaspésie, c'est pas un pays indépendant. On fait partie du Québec et du Canada. Les travailleurs d'ici, là, ils payent des taxes, ils payent des impôts aussi, là. Mais ces retombées fiscales-là, peut-on en tenir compte? J'aimerais ça qu'on en tienne compte. Est-ce qu'on tient compte des subventions que le gouvernement chinois donne à ces usines de production pour faire du dumping par chez nous? Ça, on n'en tient pas compte. Ben, c'est sûr. Les travailleurs chinois payés à 2 piastres par jour, ben, c'est sûr qu'ils coûtent moins cher que les travailleurs d'ici payés à 25 piastres de l'heure ou à 30 piastres de l'heure. Tu sais, c'est tout ça qu'on ne tient pas compte. Il faudrait en tenir compte dans l'ensemble des coûts. On aurait probablement une heure plus juste pour l'avenir. Il y a un autre gros élément qu'on ne parle pas nécessairement non plus, qui fait en sorte que c'est difficile pour l'usine actuellement de se démarquer ici. Elle appartient maintenant à General Electric. Et General Electric ne vend ses pales d'éoliennes qu'à des turbines General Electric. Et les autres développeurs de parcs n'achètent pas de pales chez GE. Pourquoi? Parce qu'ils sont des compétiteurs pour l'affaire la plus payante, c'est-à-dire la turbine. Ils sont tous en compétition, là. Les Nordex de ce monde, les Vestas, les Siemens Gamesa, les Enercon, les GE, sont tous en compétition pour la turbine. Donc, pourquoi? Quel intérêt aurait Siemens Gamesa ou Nordex d'acheter des pales chez son compétiteur GE, son compétiteur de turbine? Complètement, ben oui. Et c'est ça, il y a du secret industriel aussi dans les pales. La tour est un peu moins, l'ingénierie est moins profonde dans une tour que dans une pale. Dans la pale, il y a toute la question de l'aérodynamisme, et toutes ces questions-là qui sont différentes, les technologies de dégivrage. Il y a plein de technologies différentes dans une pale. Donc, est-ce que les compétiteurs de GE veulent donner leur secret industriel à GE pour fabriquer des pales?
c'est plus compliqué. Donc, il y a toute cette grande aventure-là où j'ai demandé à la PDG d'Hydro-Québec, d'ailleurs, vous êtes beaucoup plus pesante que moi, Madame la PDG. Pouvez-vous nous aider à décloisonner l'industrie pour générer une véritable chaîne d'approvisionnement québécoise? Donc, un peu forcé par toutes sortes de mécanismes, les autres turbiniers à acheter des pales chez GE et GE à leur vendre des pales. On va s'arrêter ici. Daniel Côté, vous restez avec nous si vous pouvez. Hein? Vous pouvez encore... Maire de Gaspé, monsieur le maire? Un petit peu, parce qu'on a d'autres questions pour vous. On a bien sûr Yvan Clich qui est avec nous en studio. Après la pause, Fred va lire vos commentaires. Ils sont nombreux là, sur cette situation-là. C'est vrai que c'est un... On est comme plus habitué avec les mégawatts d'hydroélectricité. Quand il s'agit d'éolien, on commence à comprendre un peu comment ça marche. Ce qu'on comprend toutefois, c'est qu'il y a aussi des intentions de peut-être faire ça plus rapidement qu'on le souhaiterait. Et c'est là où on risque peut-être d'être obligé d'avoir une éolienne dans sa cour, là où vous aimeriez peut-être pas l'avoir. Il y a aussi toute la question là, de la préservation du territoire québécois. Moi, je pense que c'est un véritable enjeu qui demande une véritable discussion sociale. Et c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui.